fois c'est-à-dire celle des deux côtés de la tête et celle du cœur. Car c'est dans votre âme que nous allons enfouir ces graines paroles porteuses de semences, afin qu'elles produisent des fruits de diverses sortes. J'aime le noir. Le vrai noir seul qui se fait rouge. Carré noir d'un duo délivré du rouge sang. Les chemins noirs du temps qui va en queue de pie. Des formes en noir qui bougent. J'aime le noir. Le vrai noir qui viole les miroirs. Pauvresse des marchés noirs. Flamme de chaque leader noir en vieillesse au mouroir. J'aime le noir.
Le vrai noir au blanc d'une noirceur d'âme. Au blanc mineur des femmes. La liste, c'est l'écueil, pareil au noir en deuil. Carré noir d'un Dieu. J'aime le noir. Le vrai noir. Elle est belle. La princesse Taïtanga est très belle. Parfois, à l'apparition de la belle princesse Taïtanga, le vent cesse de souffler. La nuit perd sa luminosité, laissant ainsi le soin à la beauté de la princesse illuminer les coins et recoins du royaume. Les hommes et les animaux se figent comme des sculptures de bois. Seuls les battements de leur cœur semblent composer une belle mélodie à la beauté de la princesse. Fille unique d'un roi respecté et aimé. Un roi sage et puissant. Mais le roi a un souci. La princesse Taïtanga a l'âge de se marier. Et elle vit toujours sous le toit familial. Pourtant, ce n'est pas les prétendants qui manquent. Chaque jour, des hommes viennent de partout avec beaucoup de richesses pour demander la main de la princesse. Certains même, ils viennent pour la contempler et repartir comme ça. Mais elle est toujours au palais. Et la princesse aussi souhaite bien se marier. Le roi a un souci parce qu'il sait que l'amour est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls amoureux. Il dit souvent à son peuple: l'amour rassemble deux êtres pour la vie. Le mariage rassemble deux vies pour bâtir la société. Le roi veut pour sa fille un homme qu'elle aime et qu'il aime. Un homme sage et intelligent. Un homme qui ne compte pas que sur sa beauté, sa fortune pour l'aimer. Non, c'est ça même le souci royal. Un jour, le roi convoque toute sa population et lui annonce qu'il mariera Taïtanga au plus méritant. Tous sont venus de partout dans leurs plus beaux vêtements, mais personne ne sait ce qu'il faut donner ou ce qu'il faut faire pour mériter la main de la princesse. Quelques instants après, le roi se lève et dit: je marierai ma fille Taïtanga à celui d'entre vous qui sera capable, à l'aide de ce bâton et de ce gobelet qui s'y trouve accroché, d'épuiser l'eau chaude de la marmite que voici au feu et de la vider tout entière. À peine le roi finit-il de parler qu'un long fil se dresse devant le feu incandescent. L'éléphant, ayant bousculé tout le monde, se retrouve devant la marmite. Il regarde la marmite. Il s'avance vers le gobelet. Il prend le gobelet. Il va vers la marmite. Il plonge le gobelet dans la marmite et le ressort plein de cette eau bouillante. Le porte à sa bouche. À peine a-t-il bu une gorgée qu'il laisse tomber le gobelet et se sauve en barrissant.
L'eau chaude lui brûle la gorge et brouille son timbre vocal. Or, le gorille, quant à lui, n'a pas plus de chance que l'éléphant. L'eau chaude lui abîme la bouche et il perd pour toujours sa langue. Et c'est depuis ce jour, pour s'exprimer, qu'il doit se taper la poitrine. Le serpent, quant à lui, non, il se laisse tout le corps. Et il perd ses pattes à jamais. D'autres animaux sont passés, mais personne, aucun animal d'entre eux n'a pu réussir cette épreuve. Arrive le tour du lièvre. Il s'avance. Il prend le gobelet, le plonge dans la marmite, le ressort plein de cette eau bouillante. Il fixe tout le monde. Il regarde le lion. Il s'avance vers lui. Il marche. Il marche et il s'arrête. Oh lion, je sais que tu es le plus fort parmi nous tous. Et je sais compter sur toi s'il m'arrive quelque chose. Dans des circonstances pareilles, très délicates comme ça, je ne peux pas te dépasser sans demander ton conseil. Ah, le mariage par exemple. Voici l'eau d'une voix. Dois-je la boire d'un trait ou à petite gorgée? Le lion le regarde et ne comprend pas ce discours flatteur. Le lion est... C'est pas la peine quoi. Mais attends, il y a un peu allez où un job et derrière même, dans la médiane, on met des genoux gauche de mon bras droit. Non, même les bras, c'est et puis on en finit en même temps. Vois l'autre ce trait, puis oh lion, j'ai oublié. En matière d'eau, tu n'es pas la bonne référence. Il y a des spécialistes ici. Alors, le lièvre se tourne vers la grenouille, à qui il pose la même question. Après, c'est le crapaud. Ensuite, la tortue, le crocodile, la libellule, les poissons, les mantes religieuses, même les moustiques. Il revient au beau milieu de la foule, tenant toujours le même gobelet, et boit d'un seul trait l'eau qui a pris le temps de se refroidir. Sous l'acclamation de l'assistant. Oh, le roi se lève, il prend la main de sa fille et lui dit, viens, voici ta femme, car tu as prouvé qu'à celui qui s'est composé avec les autres, il n'y a rien d'impossible. Je te donne la main de ma fille Taïkanga, parce que tu auras la volonté de l'écouter et la patience de l'approcher. Et tous les hommes qui n'ont pas eu le courage de participer à ce concours ont compris à la fin que quelle que soit la gravité ou l'urgence d'une affaire, elle est comme l'eau bouillante du roi. Si on la traite à plusieurs, elle finit par refroidir et devenir vivable.
Owezu kokonye iwe jinyelo, iwe jinyelo, owezu kokonye iwe jinyelo. Owezu kokonye iwe jinyelo, iwe jinyelo. Owezu kokonye iwe jinyelo, iwe jinyelo, owezu kokonye iwe jinyelo. Enyawale vemye, jidombelelo. Lưng một bác bạc nó bị tắc một lốp bia đi đã chôn đi chả mệt nào nó như này nào bạn lấy đồ cô mua ta này em đi cho nó xin này rồi anh ấy đồ cái nó ca cô cho nên con lên cho nó chào của cái này trên thì ta lớp bạc nhau nó mua đó nó không nào lại đi cho nó không nhau. Il y a un train qui vient de Haotoé. Il y a un train qui vient d'Arlit. Il y a un train qui vient de Katanga. Il y a un train qui vient de Gao. Il y a un train qui vient de Marikana, du sud et de tout l'arrière-pays du centre. Non. Ce ne sont pas des marchandises qui transportent ces trains. Plutôt des humains. Des humains de toute génération. Des jeunes et des vieux hommes africains. Ils sont enrôlés pour travailler sous contrat dans les mines d'or, de fer, de phosphate, d'uranium, d'ici et d'ailleurs. Heures par jour et même plus, ils descendent dans le ventre de la terre, défiant l'absence de ces terres si précieuses que nous appelons oxygène. Ils pénètrent le cœur de la terre, d'aucuns y laissent même leur vie, abandonnant veuves et orphelins à la surface de la terre, la mer nourricière. Ils y sont à creuser, à forer pour trouver de brillantes pierres évasives. L'heure de la pause déjeuner, viennent se coincer dans leurs assiettes et cuillères faites en fer, bouillies ou pâtes alimentaires.
lorsqu'à la fin de leur dure journée de labeur, ils sont assis dans leur pouilleuse caserne ou auberge de jeunesse. Ils pensent. Ils pensent à des êtres chers qu'ils peuvent ne plus jamais revoir. Parce qu'ils sont enlevés de force ou sans motif assassinés par des niches de bandes de pillards sans origine particulière. On nous dit qu'ils pensent. Ils pensent à leur terre, ils pensent à leurs troupeaux, qui ont été pris loin d'eux avec un pistolet, une bombe, des gaz lacrymogènes et des canons. Et lorsqu'ils entendent ils pensent, ils maudissent. Ils maudissent encore et encore. Ils maudissent ce train de charbon qui refuse de transporter du charbon, préférant des humains. Même ceux qui sont morts continuent dans leur âme de le maudire. Ils le maudissent. Ils le maudissent encore et encore et encore. Et on appelle ça la vie. Elle s'appelle Fauzia. Elle est fille cadette d'une famille de 3 enfants. Son père est mécanicien. Sa mère ne travaille pas. Ses parents ne gagnent pas assez pour payer ses études, ni celles de ses frères. Malgré cette situation, Fauzia décroche vaille que vaille son bac à 18 ans. C'est le moment que trouve son père pour donner sa fille en mariage à un riche commerçant du quartier pour en faire sa 4e épouse en échange d'argent. Mais Fauzia ne veut pas de cette vie. Son rêve, c'est de devenir avocate et soutenir ses parents.
Mais son père ne veut pas l'entendre de cette oreille et sa décision est irrévocable. Faouzia se marierait avec l'homme que je lui aurais choisi. Et depuis ce jour, commence pour Faouzia l'enfer et la galère. Un jour, Faouzia croise en ville Lilinda, une amie depuis le collège. Elles évoquent leur enfance et partagent leur chagrin. Au cours de leur rencontre, Lilinda lui dit: hey, Faouzia, viens avec moi au Liban. J'en reviens il y a quelques mois. Je suis là-bas depuis 2 ans. J'y travaille. Mon rêve, c'est de revenir au pays, m'installer dans un an. Là-bas, il y a plein d'opportunités qui pourront t'aider à réaliser tes rêves. Tu es d'accord? Faouzia accepte. Lilinda aide Faouzia à obtenir tous ses papiers et le fameux visa. Avec la complicité de sa mère, Faouzia part rejoindre Lilinda en ville. Dans l'avion qui les amène au Liban, les rêves ne cessent de se bousculer dans la tête de Faouzia. Travailler, amasser de l'argent et revenir poursuivre ses études. Mais ne dit-on pas que celui qui est né pour être pendu ne mourra jamais noyé? À l'aéroport de Beyrouth, les chemins de Faouzia et de Lilinda se séparent. Les larmes dans les yeux, la tristesse au cœur, elle se promet un avenir meilleur. Lilinda confie Faouzia à un Libanais qui s'empresse de la conduire dans sa voiture qui démarre. Au cours du chemin, aucune conversation ne s'échange entre Lilinda et son hôte. Elle parle français, lui l'arabe. Les voilà à destination. Un grand portail s'ouvre de lui-même. Une femme vient les accueillir et désigne sa chambre à Faouzia. La maison est immense. Des salons, des chambres, des canapés, des tapis, des meubles en n'en plus finir. Dans ce grand domaine vit un couple et leurs enfants. Et la maîtresse de la maison se fait appeler princesse. Elle explique à Faouzia le travail qui l'attend. Elle doit s'occuper de ses filles âgées de 13 et 15 ans, comme le ferait une mère. Les nourrir, les habiller, les accompagner partout. Être à leur disposition 24 heures sur 24. Les journées de Faouzia commencent à 5 heures du matin, sans répit, travaillant comme un chien qui a perdu son os. Faouzia s'abandonne au travail corps et âme. Elle ne ferme les yeux que tard dans la nuit, et ceci pour une courte durée. À la dureté du travail s'ajoute le mépris et l'ennui. Imbue de sa personnalité, la princesse
Même pour la chasse d'eau, après avoir fait ses besoins. Appelle Fauzia pour l'attirer. Les rêves de Fauzia, peu à peu, s'amenuisent. Partout où ils vont, les patrons de Fauzia l'exposent comme un trophée. Car pour eux, avoir une boniche est signe extérieur de richesse. C'est ainsi que Fauzia accompagne la famille princière dans un voyage sur Paris. La fatigue, la colère, l'accumulation de toutes ces choses finissent par l'abattre. Fauzia fait un malaise. Ses patrons, au lieu de s'en préoccuper, la laissent à son sort et partent en vadrouille. Alors, revient sur ses pas l'aîné de la famille princière. Il pénètre dans la chambre de Fauzia, la brutalise, puis la viole. Chiganga de pom la blemo jidalo nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Chiganga de pom la blemo jida Chiganga de pom la blemo jidalo nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Chiganga de pom la blemo jida. Confuse, troublée, hagarde, Fauzia sort de l'hôtel, le regard perdu dans l'horizon sans savoir où elle va. Elle marche dans les rues de Paris, finit par s'écrouler sous un lampadaire. Identifiée à son réveil comme ressortissante togolaise, elle est conduite à l'ambassade du Togo à Paris. Là-bas, on lui procure des premiers soins. On lui rétablit ses papiers, puis, quelques jours plus tard, Fauzia est rapatriée sur Lomé, les mains vides. Ses rêves partis en fumée. Un autre destin à reconstruire. Chiganga de pom la blemo jidalo nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Chiganga de pom la blemo jida Chiganga de pom la blemo jidalo nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Nyemenya fike ma bedo Chiganga de pom la blemo jida. Ailleurs! Ailleurs! Toi, pièce si multiple et complexe. Tu es à la fois risque et menace. Tu te situes donc entre magie et crainte. Entre appel et répulsion. Ainsi donc, tu n'es qu'un mirage. Tu attires les ambitieux pour enfin toi-même te transformer en ce puissant torrent répulsif. Noyant rêve et espoir,
de ceux qui sont à la quête d'un tout petit grain de bonheur. Un tout petit grain de bonheur. D'un tout petit grain de bonheur. Un tout petit grain de bonheur. Toi qui nous attires et nous fuis. Toi l'insaisissable. Explique-moi. Explique-moi cette relation qui mêle admiration et répulsion, peur, amour et mépris. Explique-moi. Car je n'y comprends plus rien.
Blosso, blosso, zando. Hello, Avec one of them. So, blosso. Ses rayons réveillent la terre. Je sors de ma chambre. Je me dirige vers la jarre d'eau de la cour de notre maison pour y puiser de l'eau afin de me débarbouiller. Mais à peine ai-je ouvert la jarre que m'apparaît sur la surface de l'eau le visage d'un vieil homme aux cheveux et barbe en coton. De panique, je tente de refermer la jarre, mais une voix provenant de l'intérieur de la jarre m'interpelle. Hélène, de notre histoire, de nos errances et souffrances sur ces chemins illusoires, qu'as-tu retenu pour la vie? Qu'as-tu retenu pour demain? Qu'as-tu retenu pour le futur? Et moi, je lui dis, mais attends, mais quelle histoire? D'ailleurs, je ne te connais pas. D'où viens-tu? Qui es-tu et d'où viens-tu? Je suis de la couleur du berceau de l'humanité. Je suis de la couleur de ce que l'on a enchaîné, déporté, humilié et supplicié dans les fers de l'esclavage. De la couleur du diamant et du coltan que l'on pille dans le sang. Je suis de la couleur des intouchables. Je suis de la couleur de l'arbre de la liberté qu'on arrache avant de le brûler. Je suis de la couleur de ceux qui souffrent, des méprisés et de tous les damnés. De la couleur de l'humanité, souillée par l'inhumanité des puissants. Il la soudoro, tout la soudoro. Oui d'accord, avia la forêt. Oui d'accord, il a tout. Oui d'accord, avia la forêt. Oui d'accord, il a tout. Soso grosso liga, lozalado. Soso grosso liga, lozalado. Soso grosso liga, lozalado. Puis le vieil homme, en ces termes, continue. Hélène, écoute, prête cette histoire pour qu'au bout de l'ancienne corde, nous puissions ensemble tisser la nouvelle. Sur l'une des plages ouest-africaines, une grande bâtisse. Dans cette bâtisse, de petites chambres. Et dans ces petites chambres, ils sont entassés, parqués, empaquetés comme des sardines. Ils ne connaissent que la nuit depuis le jour de la capture. À chacun de leurs déplacements, la chaîne à leurs pieds joue du grelot. Parmi eux, il y a des Fonds, des Guins, des Ashantis, des Yoruba, des Wati, des Mossi, des Konkomba, et que sais-je encore.
Ils sont là attendant l'arrivée du petit bateau négrier qui doit venir les chercher pour je ne sais où. Pendant ce long moment d'attente, Suarez, le maître négrier, fait accoupler les négresses avec les nègres d'origine Yoruba, très prisés sur le marché d'esclaves compte tenu de leur taille et de leur forme. De ces là, 2 femmes tombent enceintes. Un jour, l'une des femmes enceintes donne naissance à un mignon garçon. Un bel homme glisse de son entrejambe et tombe sur un cadavre dont le corps commence déjà à se raidir. L'enfant crie, vas-y, réclame la lumière. De loin, Suarez, le maître négrier, ayant entendu le cri de l'enfant, arrive. Il fait ouvrir la porte, ordonne à la négresse de sortir avec son enfant. La négresse mère dans ses bras porte son bébé. Et Suarez lui dit, grimpe sur ce promontoire. La femme grimpe le promontoire et arrive au sommet. La Suarez lui dit, hey, balance-moi cette chenille. La négresse ne veut rien comprendre. Suarez lui dit, hey, jette-moi ce morpion dans l'océan et qu'on en finisse. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé de me fabriquer. La négresse balbutie quelques mots à peine audibles. Je vous en prie, c'est mon bébé, c'est mon enfant, je vous en supplie. Laissez-moi mon bébé. Une fois encore, Suarez la somme de balancer ce qu'elle tient dans ses mains dans l'océan. Alors la négresse pose sur Suarez un regard de bénédiction, comme pour dire, il ne sait pas ce qu'il fait. La négresse serre dans ses bras son bébé contre sa poitrine, puis se soulève de tout son poids et se fracasse contre une vague géante qui s'empresse de les emporter. Foudroyé par cette image, Suarez reste interdit un long moment, puis se tourne vers le lot des captifs comme pour les prendre à témoin. C'est alors que du lot des captifs surgit la deuxième femme enceinte. Elle se saisit d'un balai en manche qu'elle casse en deux, puis se trouve avec 2 morceaux de bois au bout pointu entre ses 2 mains. Elle plante son regard dans celui de Suarez. Puis, elle se met à se transpercer le ventre à coups répétés. De son ventre ballonné jaillit beaucoup de sang, qui coule le long de ses jambes, puis forme une mare sous ses pieds. Vidée de son sang, elle s'écroule dans cette mare visqueuse, le regard toujours planté dans celui de Suarez. Comme pris dans un étau macabre, Suarez devient fou allié. Elles se sont toutes seules donné la mort. Vous êtes témoins. Elles se sont toutes seules donné la mort. Suarez
sillonne les rues de Cape Coast avec cette phrase sur le bout de ses lèvres. Elles se sont toutes seules donné la mort. Elles se sont toutes seules. Dans le lointain s'élèvent, mêlées au bruit des vagues, deux voix de femmes qui lui répondent. Tu nous as tués. Sur l'océan, le disque rouge du soleil pleure des rayons ensanglantés. Cape Coast, ancien comptoir d'esclaves situé dans l'actuel Ghana. De l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté, il n'y a qu'un pas. Mais pour y arriver, ce pas doit être porté par des ailes de ruse, de sagesse et de... C'est ce que ma grand-mère avait l'habitude de me dire. Il était très heureux. Ce roi était tellement heureux parce qu'il avait un trésor, pas comme les autres. Parce qu'il avait un trésor extraordinaire. Et ce trésor était un oiseau. Un oiseau qui avait des plumages composés de toutes les couleurs du monde. Un oiseau qui parlait toutes les langues du monde. Il chantait dans toutes les langues. Le roi aimait tellement l'oiseau. Il aimait tellement son oiseau qu'il ne se passait pas une seule journée sans qu'il ne rende visite à son oiseau. Il le regardait. Il écoutait chanter dans toutes les langues du monde. Il parlait même avec lui. Un oiseau qui parle. Un oiseau qui parle. Oui, un oiseau qui parle. Il ne se passait pas une seule journée sans que l'oiseau à son tour
ne s'arrête de chanter ou de parler simplement pour demander quelque chose à son roi. Chaque fois, je dis bien à chaque fois, il demandait la même chose. À chaque fois, l'oiseau dit au roi: s'il te plaît, roi de ton pays, est-ce que tu pourrais m'accorder une faveur? Dis toujours. Est-ce que tu peux m'accorder la liberté? Quoi? Quel égoïste tu es en train de faire là? T'as un peu pensé à moi? Hein? Quel est ce roi qui pourra laisser s'envoler un trésor comme ça? Et puis, tu n'es pas bien ici? Qu'est-ce que tu t'imagines? Ta place est ici. Et comme l'oiseau n'aimait pas voir son roi en colère, à chaque fois que celui-ci s'énervait, il parlait d'autre chose. Un jour, le roi se préparait pour un grand voyage. À la veille de son départ, il est allé voir l'oiseau. Tu sais, mon cher ami, demain, je ne viendrai pas m'asseoir à côté de toi pour t'écouter comme je le fais d'habitude. Je me prépare pour un long voyage. Ça va prendre des jours, des semaines, même des mois. Mais tu connais bien le pays où je vais. Je vais dans le pays où tu es né. Et puisque je vais dans ton pays natal, aimeras-tu que je te rapporte quelque chose de là-bas? Oui, roi de ton pays. Tu vas dans mon pays? Oh, rapporte-moi ma liberté. Et une fois encore, le roi s'est mis à crier. Non, 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 non. Tu peux tout me demander, sauf ta liberté. Jamais je ne te l'accorderai. Si tu es vraiment le roi de ton pays, j'aimerais qu'une fois arrivé dans mon pays, tu ailles dans la forêt où je suis né. Au plus profond de cette forêt, il y a un arbre blanc. Dans cet arbre, il y a des milliers d'oiseaux de même couleur, exactement comme moi. Ce sont mes frères. Et tu leur diras où je vis, comment je suis. Tu leur raconteras nos conversations, la cage d'or surtout. Hein? Et puis tu leur diras que je pense souvent à eux et que je suis en bonne santé. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Considère que c'est fait. Mais avant bien que je ne parte, veux-tu me chanter un de tes chants? Est parti. Il a marché pendant des jours, des nuits. Il a traversé des mers, des pays et il est arrivé au bout du monde. Il a fait ses affaires de roi. Une fois ses affaires de roi terminées, il a demandé qu'on lui conduise à la forêt. Arrivé là, il a demandé à rester seul. Et il s'est enfoncé dans cette forêt. Il a marché sous des arbres pendant des heures et il est arrivé devant un immense arbre blanc. Eh oh! Salut! Je vous apporte les saluts fraternels d'un de vos frères qui vit chez moi dans une cage au barreau d'or. Il m'envoie vous dire que vous le manquez beaucoup et qu'il aimerait avoir de vos nouvelles.
À peine le roi a-t-il fini de parler qu'un des oiseaux tombe, comme s'il était foudroyé par quelque chose. Alors le roi se pose, il s'approche, il ramasse l'oiseau, il le tourne, il le retourne, il le secoue. Mais il n'avait plus dans les mains que le corps d'un oiseau mort. Oh, c'est de ma faute. Cet oiseau n'a pas supporté d'apprendre que son frère vit comme un prisonnier dans une cage au barreau d'or. Il s'est donc laissé mourir comme ça, d'un seul coup. Qu'irais-je dire à son frère? Alors, le roi a déposé le corps de l'oiseau au pied de l'arbre. Et il est reparti. Comme ça, sans rien dire, sans rien oser demander d'autre. Arrivé dans son palais, il est allé voir l'oiseau. Et l'oiseau, en voyant le roi, était tellement heureux. Il demandait au roi. Oh, bonne arrivée, bonjour. Et quelles sont les nouvelles? Raconte, raconte. Mon cher ami, j'ai de tristes nouvelles pour toi. Oh. Et le roi s'est mis à raconter ce qui s'était passé dans la forêt là-bas. Mais à peine le roi a-t-il fini de parler que son oiseau tombe au fond de la cage comme une pierre, comme son frère de là-bas. Alors le roi se trouve. Il se précipite, il ouvre la cage, il prend l'oiseau, il le tourne, il le retourne, il le secoue. Il le secoue encore plus fort. Mais il n'avait plus dans les mains que le corps d'un oiseau mort. Alors il s'est mis à pleurer. Il a pleuré pendant des heures et des heures. Il a pleuré, 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 fatigué. Il se lève. Il ouvre la fenêtre. Il dépose sur le bord de sa fenêtre le corps de son oiseau. Le corps de son trésor. Et là, à travers les larmes qu'il avait dans les yeux, le roi a vu son oiseau se réveiller, se redresser et puis s'envoler vers le plus grand arbre de son jardin. Mozo. Et l'oiseau lui disait: Merci! Merci beaucoup, roi de ton pays! Tes nouvelles étaient de bonnes nouvelles pour moi. Rassure-toi, l'oiseau que tu as vu mourir là-bas dans la forêt n'est pas mort comme tu le croyais. Non, 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 non. Il m'expliquait comment je devais faire pour avoir ma liberté. Merci, roi de ton pays. Aujourd'hui est une belle journée, non? Ne trouves-tu pas? Mais aujourd'hui, tu auras appris que la liberté n'est pas une fleur qui se demande, mais qui s'arrache. Eh oui, Indépendance. la liberté ne se donne pas. mais elle s'arrache. On raconte que le roi a lentement fermé la fenêtre. Il a intérêt, hein? Et qu'à travers la vitre, il a vu au loin son trésor disparaître dans le ciel. Là-bas. Tout étonné de constater tout à coup son visage illuminé d'un sourire nouveau. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte
ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara. Qui a écrit les textes? La mise en scène. Vous avez à l'assistanat de la mise en scène Arsibi. Tibiakou, petit Daniel.